l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top annuel. Donc au courant des dernières semaines, j'ai commencé en 2007 et je fais le tour des diverses années pour voir quels ont été mon top 6 de chacune de ces années-là. Et là, on est rendu en 2011. 2010, 2009 étaient des années un petit peu moins prolifiques en termes de jeux que moi j'ai apprécié. Les listes, il a fallu que je gratte un peu pour essayer vraiment de me demander qu'est-ce qui méritait une place sur cette liste-là. Mais 2011, j'ai le problème inverse. J'ai beaucoup d'excellents jeux et malheureusement, là, ça a été plus difficile de faire une coupe pour se rendre jusqu'à 6. Comme à l'habitude, je vous donne premièrement mes 3 mentions honorables. C'est des jeux qui auraient pu probablement faire ma liste, mais que malheureusement, j'y ai pas joué parce que j'ai pas l'occasion de jouer à tous les jeux. Donc, les 3 jeux qui font partie de ma liste, le premier est un jeu qui s'appelle Eclipse. Eclipse, c'est un gros jeu d'exploration spatiale. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est assez long. En tant que tel, c'est pas un jeu qui est énormément long, mais j'ai jamais eu, si on veut, la chance de pouvoir y jouer. Je dirais pas non une partie un jour. Ça reste un jeu quand même qui a quand même beaucoup de fans, mais moi, j'y ai jamais joué. Un autre jeu, et celui-là aussi, c'est un gros jeu, très long. Celui-là, j'ai joué juste une fois. Je pense que c'est pas mon genre de jeu, mais c'est certain que avoir un groupe de joueurs puis de jouer fréquemment à ce jeu-là, c'est certain que le jeu prend plusieurs autres dimensions, et c'est le jeu du Trône de Fer, de Game of Thrones, le jeu de plateau. J'ai joué une partie, ça n'a pas été une super expérience. Je veux dire, je suis content quand même d'y avoir joué. Je suis peut-être aussi moins fan de la série que d'autres personnes pourraient l'être, mais j'ai trouvé que le jeu était long, puis être long, des fois, il y a des jeux qui sont longs puis on ne voit pas le temps passer. Game of Thrones, ben pourtant, même si notre partie a quand même été raccourcie parce qu'il y a une des conditions de victoire qui est arrivée puis ça a comme interrompu, si on veut, la partie, j'étais presque pas déçu. Ça reste un jeu qui j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Encore une fois, je suis certain que le jeu a beaucoup de fans. C'est un jeu qui est très bien classé. Il y a beaucoup de gens qui jouent beaucoup. Et malheureusement, c'est peut-être juste pas pour moi. Mon troisième est un autre jeu que j'ai pas essayé. Et celui-là, mon ami Mathieu va être comme un petit peu triste parce que je n'ai pas joué à Trajan. Donc Trajan, un jeu de Stefan Feld. J'ai juste pas eu l'occasion d'y jouer, je pense. C'est un jeu qui m'intéresse, je dirais pendant une partie, mais ça n'a jamais à donner. Mais je suis certain que c'est le genre de jeu qui aurait probablement pu faire mon top 6. Mais là, c'est assez avec les jeux que j'ai pas joués. Maintenant, on va y aller avec mon top 6 de mes jeux de 2011. Numéro 6. En 6e place, que serait un top s'il n'y avait pas un jeu de Uwe Rosenberg? Et oui, un de mes designers favoris, a encore une place, cette fois-ci au palmarès, mais un petit peu plus bas, en numéro 6, parce que c'est le jeu Aura et Labora. Aura et Labora est un jeu de placement d'ouvriers, mais je pense qu'une des raisons qui fait en sorte qu'il est, si on veut, bas dans mon top, qui fait quand même mon top, c'est que j'y ai pas joué souvent. Je pense que j'ai joué 3 ou 4 parties maximum de jeux-là. Habituellement, les jeux qui font mes tops, c'est des jeux que j'ai pu explorer vraiment sur plein de fois, mais Aura et Labora, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant. La roulette, du fait qu'au départ, un peu comme je pense le Havre me donne un feeling, c'est qu'au départ, on n'a pas grand-chose, on est très limité dans nos options, et plus la partie avance, plus on déborde des nouvelles places sur notre plateau de jeu, donc on étend, si on veut, notre plateau, on va avoir un paquet de choses, et le jeu prend une espèce d'effet boule de neige qui fait en sorte que ça commence tranquille, mais ça va, et à la fin, les tours sont vraiment satisfaisants. Oui, c'est un jeu qui peut être quand même assez long. Comme je disais, je pense que j'ai juste joué à 2 joueurs. Puis à chaque fois, c'était quand même des parties assez longues. Mais c'est un bon jeu. Aura et Labora qui se mérite la position numéro 6. Numéro 5. En 5e position, c'est un jeu qui a fait beaucoup, je pense, pour le hobby. On parle souvent de gateway games, donc des jeux qui se trouvent être des jeux de transition. Des beaux jeux, souvent, avec des règles pas trop compliquées, qui réussissent à accrocher un peu les joueurs et font en sorte que plusieurs d'entre nous, ou plusieurs d'entre vous, vont découvrir les jeux. C'est grâce à ces jeux-là. Le jeu, c'est Takenoko. Et oui, le petit panda, le petit jardinier, les belles petites tuiles hexagonales, c'est un jeu très beau visuellement. Mais, malgré le fait qu'il soit tape à l'œil, ça reste un bon jeu. C'est certain que
plus on joue, plus on se rend compte des certaines limitations. J'ai pas joué avec l'extension encore, mais c'est un jeu très facile d'accès. Je dirais que le fait que justement le matériel soit bien présenté, que les règles soient quand même bien faites, ça fait en sorte que le jeu a un grand éventail de gens qui vont pouvoir le découvrir. Souvent, c'est un jeu qu'on va jouer plusieurs parties, on va découvrir d'autres jeux après un peu plus complexes, peut-être un peu plus satisfaisants. C'est pour ça que Takenoko se retrouve dans ma liste, mais quand même pas dans le top. Moi, j'ai joué peut-être une quinzaine de parties. C'est certain que, bon, comme beaucoup de jeux, quand on joue un nombre de parties élevé, on finit par pas se tanner nécessairement, mais moins apprécier nos parties. Mais sinon, Takenoko est un super jeu, puis je le conseillerais à n'importe qui veut ne serait-ce faire découvrir des jeux plus familiaux, faire découvrir l'univers des jeux de société. Je trouve que Takenoko est un excellent ambassadeur. Numéro 4. En quatrième position, bon, je parlais de Takenoko qui a été un ambassadeur pour les jeux familiaux. Maintenant, en numéro 4, et c'est quand même une position assez élevée pour un jeu de ce genre-là, c'est un jeu pour enfants. Le jeu, c'est Rhino Hero. Rhino Hero a une place de choix dans mon cœur. C'est un jeu que mes deux enfants on aime jouer. C'est un jeu très simple. C'est un jeu de dextérité. Au final, ça ressemble un peu à un château de cartes qu'on va monter. On va avoir des cartes un peu comme Uno. On va faire changer de côté, pouvoir placer. Le but, c'est de placer nos cartes. Mais ultimement, le but, c'est de s'amuser et de voir notre belle pyramide, notre belle tour, si on veut, s'effondrer. Rhino Hero est même un jeu que j'ai joué entre adultes souvent, un petit jeu de party. Là. Quand on veut de quoi de simple, des fois, entre adultes, ça peut être assez drôle quand même. C'est certain que c'est pas un jeu compliqué, mais je pense que ce qui fait la beauté de Rhino Hero, c'est justement sa simplicité, puis le fait qu'il y a aussi une place de choix dans mon cœur, étant donné que mes deux enfants ont joué, ma fille adore ce jeu-là, c'est un jeu qu'elle a aimé montrer à ses amis, et c'est un jeu que j'ai acheté très souvent à des fêtes d'amis, donc ma fille, des fois, bon, ça va à une petite fête, on achète un cadeau pour l'enfant. Rhino Hero réussit à vraiment bien se placer dans ce coin-là. C'est un jeu qui est pas trop cher. Puis comme je dis, je pense que les règles sont tellement simples. Puis le jeu, au final, on y repense. C'est tellement simple, mais ça fait la job. Rhino Hero, et c'est pour ça qu'il sera en numéro 4 de mon top. Numéro 3. Encore en position numéro 3. Je pense que comme les autres, je dirais que quand j'ai regardé 2011, c'est une année qui a été très importante en termes de jeux qui ont eu un impact. C'est certain que souvent des jeux qu'on va jouer beaucoup, on finit par changer, on finit par vouloir trouver d'autres choses, mais celui-là, j'y ai joué presque une cinquantaine de parties et c'est un autre jeu familial et très familial, c'est King of Tokyo. King of Tokyo, encore une fois, un peu comme Takenoko, était un jeu de gateway, un jeu de transition absolument génial. C'est un jeu familial qui est rapide à comprendre, jouer avec les cartes, c'est très simple. Même les enfants, un coup on leur explique un peu les cartes, des choses comme ça va très bien. Il y a un côté satisfaisant de prendre ces gros dés-là puis de les brasser parce que King of Tokyo, c'est quoi? Ça se trouve être le Yum ou le Yahtzee version 2.0. Ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont rajouté un petit plateau, on joue au roi de la montagne, on va lancer des dés, on va pouvoir rerouler une partie des dés, on va pouvoir appliquer des effets, des choses comme ça. Encore une fois, la simplicité est reine parce que c'est un jeu très accessible et très amusant. Ils ont sorti quelques années après le jeu King of New York, qui se trouve être une version un petit peu plus gamer, si on veut, du concept. Puis la première fois que j'avais joué, j'avais trouvé ça le fun. Mais au final, je pense que ce qui me fait vraiment apprécier King of Tokyo, c'est justement sa simplicité. C'est un jeu facile à montrer. Encore une fois, de voir les petits monstres, des choses comme ça rajoute vraiment un côté visuel. Puis souvent, pour les gens qui sont moins joueurs, c'est très attrayant. Donc, un jeu très accessible, mais aussi très amusant. Et je vais vous dire que moi, je dirais jamais non à une partie de King of Tokyo. Numéro 2. En deuxième position, là, ça a été assez difficile à faire le choix. C'est un jeu que je n'ai plus dans ma collection, que j'ai joué, que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas nécessairement le goût d'y rejouer. Mais je trouve ça important qu'il fasse partie de mon top parce que ça reste un jeu que je peux dire qui est absolument incroyable. C'est Mage Knight. Mage Knight est un jeu, je dirais, pas nécessairement compliqué, mais c'est compliqué la première approche qu'on va avoir avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est très difficile d'approche. C'est un jeu qui, si on joue pas pendant un long laps de temps, de se remettre dans les règles, c'est presque une corvée. Mais quand on est dedans, c'est un jeu absolument génial. C'est un jeu qui joue très bien en solo. C'est un jeu qui joue très bien, bon, je dirais 2, 3. Je suis pas sûr que je m'aventurerai à 4. Encore une fois, c'est la durée du jeu. Mais je peux reconnaître que ce jeu-là est un chef-d'œuvre ludique. Un jeu vraiment bien ficelé. Puis sérieusement, je n'ai absolument rien à redire contre Mage Knight. Mis à part que ça demande de l'énergie retomber dedans. Mais sinon, c'est un excellent jeu. Et c'est pour ça qu'il est numéro 2
dans mon top. Numéro 1. On est rendu au numéro 1 et ça, c'est très clair. Quand j'ai regardé ma liste de jeux de 2011, j'ai déjà su immédiatement que c'était ce jeu-là qui serait en première place. Ça n'a même pas été une compétition. Le jeu est vraiment en avance là-dessus. Je vous parlais pour Takenoko puis King of Tokyo. C'est des jeux qui sont très attrayants visuellement, qui sont simples, mais qu'ils réussissent à avoir un bon public avec ça. Le jeu que je veux vous parler, et mon numéro 1, est un jeu du designer Stefan Feld et à mon avis, le meilleur de ces jeux à lui, c'est le jeu Castles of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. Donc, comme je disais tantôt, des fois c'est des jeux beaux, mais lui, il y a une boîte un peu brune, pas très belle, c'est un jeu très beige. Visuellement, il n'y a pas de l'air de grand-chose, mais le jeu est absolument incroyable. Ce qui est surprenant avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui est pas nécessairement compliqué, mais c'est un jeu qui non plus pas très accessible. Cependant, le jeu est facile à expliquer, puis le jeu se comprend bien, le jeu fait du sens. Les mécanismes s'emboîtent bien, puis ça fait en sorte qu'on comprend rapidement comment jouer, puis même que des amis à moi, des couples d'amis qui sont un peu moins gamers, puis un peu plus intimidés vers ce genre de jeu-là, ils ont quand même bien compris, puis ils ont bien apprécié ce jeu-là. Et ça, c'est tout le mystère de Castles of Burgundy, parce que habituellement, on dirait, bon, facile, c'est un jeu très euro, très sec, oui, le thème est très plaqué, puis c'est vrai, mais c'est pas grave, les mécanismes sont absolument incroyables. C'est une vraie salade de points que Feld nous donne avec les châteaux de Bourgogne et le jeu est tellement bien pensé. Sérieusement, je n'ai que des éloges à dire à ce jeu-là et c'est la raison pour laquelle il s'est ramassé en numéro 1 de mon top de 2011. Alors, ça fait le tour, si on veut, des jeux de 2011. Bien entendu, il y a bien des jeux que j'ai pas joués. Écrivez-nous dans les commentaires, c'est quoi votre jeu favori de 2011? Allez regarder un peu les jeux qui ont été faits cette année-là. Vous allez remarquer qu'il y a énormément de bons jeux, que ce soit des jeux accessibles, des jeux plus longs, plus compliqués. Il y en a pour tous les goûts. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On a également un groupe Facebook, la salle de classe. On a un paquet de façons de pouvoir nous rejoindre. Donc, gênez-vous pas, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!